Moi c'est Nicolas, je suis guide de pêche diplômé et je vous propose de m'accompagner au bord de l'eau. J'ai maintenant une bonne trentaine d'années de pêche à la carpe à mon actif. C'est vraiment un poisson étrange. J'ai trempé mes lignes un peu partout en France et à l'étranger, D'aérodynamique. que ce soit du bord ou en bateau. Et en fort. Au fil du temps, j'ai appris pas mal de trucs sur notre poisson favori et j'aimerais vraiment les partager avec vous. Moi c'est Pierre et je suis caméraman. J'ai également pas mal d'années de pêche à la carpe dans les jambes et cette année je vais suivre Nico partout dans ses pêches pour ne vous ramener que les plus belles images. Je vois que vous êtes bien installés, alors bienvenue à la pêche avec Nico. Oh là le bébé. Je suis super heureux de vous présenter ce premier grand format dédié à la pêche de la carpe en hiver, une saison qui est loin d'être évidente. Aujourd'hui, le contexte est particulier. On est au mois de janvier 2021. On est sous couvre-feu à 18 h. Du coup, interdiction de pêcher de nuit dans le domaine public. Alors, on s'est rabattu sur le domaine privé. Et ici, c'est Gauthier Hérault, le gérant du domaine du Petit Villiers, qui nous accueille et qui nous a proposé de tenter notre chance sur un de ces étangs qui s'appelle la Varenne. Alors, l'intérêt de cet étang-là, c'est qu'il y a une belle diversité de poissons et d'espèces dedans. On va trouver des gros esturgeons, des amours blancs. Bon, à mon avis, on va avoir du mal à les prendre parce que l'hiver, ils sont quand même très léthargiques. Il y a des silures et il y a bien sûr une belle population de carpes avec des poissons qui dépassent les 20 kg. Le challenge que je me suis donné, c'est de réussir à prendre ma première carpe de l'année 2021. Et je suis assez impatient d'aller tendre les lignes, donc allez, c'est parti, en avant. Donc moi ici je me suis par exemple positionné face à un vent sud-sud-ouest parce que c'est le vent qui était annoncé sur le week-end là. Donc non seulement je l'ai de face mais en plus il est pas froid. Donc il va avoir tendance à réchauffer un peu l'eau. Alors sur un petit plan d'eau comme ça, où on voit qu'il y a une île au milieu, on serait tenté tout de suite de pêcher l'île. C'est effectivement ce que font la plupart des pêcheurs qui viennent ici parce que là on est sur un site privé. Et comme vous avez pu le voir, j'avais des voisins, donc il faut faire avec ses voisins. Et en général, quand il y a un poste évident, tout le monde va tendre ses lignes sur ce poste-là. Moi j'ai choisi de prendre le contre-pied, de me mettre dans une zone où il n'y a pas grand-chose en fait, de marquer sur le fond, et où je pense les poissons n'ont pas l'habitude d'être pêchés, et peut-être qu'ils se sentent davantage en sécurité là que le long de l'île là-bas, qui reçoit tout le temps des montages. Hop là. Donc là, la première chose, j'ai envie de pêcher à 90 mètres. Donc je vais marquer sur ma ligne flotteur marqueur. Je vais stopper mon fil à 90 mètres. Donc là, c'est clippé. J'ai mis 4 mètres de plus pour histoire d'avoir un petit peu de marge pour pouvoir faire remonter mon flotteur. J'ai qu'il y a à peu près 2 mètres d'eau. Faut bien laisser couler le fil. Un coup ça redescend de 10 cm, un coup ça remonte de 10, de 5. On a un profil de fond qui est très homogène. C'est parfait parce que comme ça, les carpes, elles n'ont pas de mal à localiser la nourriture dessus. Vu que c'est plat, la bouffe, elle ne peut pas être cachée derrière une butte, c'est impeccable. Après, j'aime bien quand même mettre 2-3 coups de flotteur marqueur à droite, à gauche de mon poste pour être sûr qu'il n'y a pas d'obstacle sur le fond en fait. Parce que si on a des touches et puis qu'il n'y a pas d'arrivée, c'est un peu dommage à cause d'obstacles qu'on n'aurait pas isolés. Donc même si ça prend un peu de temps, c'est une partie qui est indispensable de bien sonder, de bien repérer sa zone de pêche pour pas avoir de surprise après et puis de pouvoir mieux réagir suivant ce qu'on trouve. Mieux s'adapter. Donc là ça change pas. Pas de surprise hein.
Voilà, c'est des sablières, donc ça a été creusé quand même de manière assez homogène. On peut trouver des fois des anciens chemins là-dessus, là. Mais bon, en fait, ce que je vais chercher à faire, c'est à créer l'activité sur ma zone de pêche en mettant de l'amorçage, en introduisant de l'amorçage régulièrement. Parce qu'on a beau être en plein mois de janvier, on a quand même une semaine où il y a eu un redout là, avec beaucoup de pluie. Donc on est passé des températures de -2, -4 à plus 7, 8, 9, 11 degrés hier après-midi. Donc on peut espérer que les poissons se soient remis un peu en activité là en fin de semaine. On va voir. Donc peut-être qu'elles vont avoir envie de chercher un peu de la nourriture et qu'elles vont rentrer sur un amorçage où on va chercher à avoir comme mot d'ordre peu mais régulièrement. Pas chaude quand même, hein. « 22,5 ». Ah, j'ai essayé de faire quelque chose qui nuage beaucoup, qui va dégager beaucoup d'huile, beaucoup de particules qui vont être à différentes hauteurs d'eau, qui vont finalement retomber plus ou moins sur le fond. Et puis en remettre régulièrement, un peu, mais régulièrement, pour chercher justement à créer l'activité sur mon poste. Alors un truc que j'aime bien l'hiver, c'est rajouter de l'huile, parce qu'il y a souvent de fois on dit que l'huile, faut surtout pas en mettre l'hiver parce que ça fige dans l'eau et que ça diffuse pas. Ça c'est vrai pour les huiles végétales, mais les huiles de poisson, du style huile de saumon, pas du tout. Elles ne figent absolument pas dans l'eau et au contraire, les carpes en ont vraiment besoin pour leur métabolisme de ces lipides là, de ces graisses, parce que c'est ce qui va leur servir à produire leur énergie. Donc moi j'en mets plusieurs variétés. Ça c'est de l'huile de saumon. Donc ça, si on fait l'essai dans l'eau là, vous allez voir, ça fiche pas. Ouais, vous voyez, ça fiche pas du tout, au contraire ça éclate, ça fuse. Donc c'est ce qu'on va essayer de reproduire sur le coup. Avoir un mélange bien huileux qui va travailler dans l'eau froide sans problème. Je dis bon, mais maintenant il reste plus qu'à expédier tout ça. Voilà, donc là en fait je vais essayer de mettre un rythme dans mon amorçage. Je vais commencer par mettre 15 œufs bombes et puis après toutes les 3/4 d'heure à peu près j'en remettrai 5. Et puis je vais tenir ce rythme là toute la journée. En fait l'idée d'apporter l'amorçage en petite quantité régulièrement, c'est de faire un peu comme on pêche au cou. En pêche au cou, on balance des boules de farine un peu au début, puis après au fur et à mesure que le temps passe et qu'on prend des poissons, on en remet régulièrement un peu. L'idée c'est d'entretenir la zone et de maintenir les poissons d'activité alimentaire. Et là c'est le même objectif. Donc maintenir les poissons, ça peut être aussi bien les brèmes que les carpes. L'idée c'est qu'il y ait toujours de l'activité sur le coup. Voilà. Ça capte l'intérêt des poissons. Ah, touche. C'est parti. Est-ce que c'est une brème? Ça pourrait être de bon augure, ça veut dire qu'elles sont déjà rendues là. Alors, petit détail, moi je reclippe, comme ça c'est fait. Pour relancer, ça fait gagner encore du temps. Donc la touche à revenir, on mouline canne bas jusqu'à sentir que c'est dur et on ferre. C'est une brème. Ouais. Une jolie brème. Voilà, donc bon, j'avais un peu cherché, mais j'avais mis des tout petits appâts en plastique là, équilibrés. Donc ça veut dire qu'il va falloir grossir un peu la taille des appâts si on veut pas être trop dérangé par ces dames.
Bon, et bien après un combat dantesque, on a fini par sortir un deuxième habitant de la Varenne. C'est le modèle Golden. Donc là, il accuse presque 25 kg. C'est vraiment un magnifique poisson. Ah, les couleurs, comme on en voit rarement, quoi, ça brille. Vraiment trop super joli. Enfin, ça fait 1 heure que je suis dessus et je suis vraiment content de l'avoir dans les bras maintenant. Donc là sur l'amorçage, maintenu hausse bombe avec un petit panache équilibré, bouillette dans fardoiteur plus petit cube flottant. Ah, trop chouette. Là on me dit souvent main froide, cœur chaud, là c'est le cas. Bon allez, je vais le remettre à l'eau. Pas trop le faire patienter. Ah, il est vraiment trop beau. Au niveau de la bouche, ah, il est propre, ça va. Super joli. Bon allez, là c'est contempler la bête. Allez, on va partir. Yes, bon ça. Alors là, je suis en train de préparer des sacs solubles. Donc ça, j'aime bien démarrer une pêche l'hiver avec un sac soluble rempli de pellets sur chacun de mes montages. Ça me permet de chercher un peu les zones où ça pourrait être plus intéressant, où ça pourrait déclencher plus de touches. Mais je les dispose toujours autour d'un coup amorcé. Puis après, des fois, sur un coup amorcé, ça va mordre dessus le cou, ou un peu derrière, ou un peu à gauche, un peu à droite. Donc en fait, je commence par chercher ces informations-là avec 3 sacs solubles. Et puis si ça fonctionne, par exemple mettons sur le cou, comme aujourd'hui, là je vais concentrer mes montages vraiment sur la zone où se déclenchent les touches, à la distance voulue. Et là j'arrête les sacs solubles, je remets des montages plus classiques avec un petit soluble sur lequel je vais mettre une bouillette soluble ou un tout petit stick. Voilà. L'idée c'est toujours d'essayer d'augmenter l'attraction autour de l'appât, surtout l'hiver où il fait froid. Donc c'est parti. Alors moi pour les montages sacs solubles, j'aime bien utiliser des montages inline parce que ça me permet plus facilement de centrer le plomb vraiment au milieu du sac. Tout va être emballé, donc si j'ai un plomb qui est déporté sur un clip plomb, c'est moins facile à faire. Et en même temps, les inline, on peut leur mettre des tétines spécifiques au montage sac soluble, qui sont plus longues que celles d'origine, comme celle-là par exemple, où là je vais avoir de la longueur pour pouvoir fermer mon sac sur la tétine. Donc là, moi je mets des petits plombs. Donc là c'est du 64 grammes pour pouvoir monter une fois le sac fini à entre 120 et 150 grammes. Après ce qui est bien c'est que même si le plomb est petit, le inline permet quand même un bon autoferrage parce que on est tout de suite sur le centre de gravité du plomb. Donc ça va piquer correctement. Moi j'aime bien utiliser des plombs aussi avec des petits crampons comme ça, vu que le plomb est léger, qu'il peut facilement glisser, les crampons ils freinent un peu. Voilà. Donc là où il faut être délicat, c'est quand on tend la ligne, surtout faut y aller cool pour pas déplacer le plomb. Voilà, donc là je commence par mettre un petit peu de booster. Donc là j'ai rempli le fond de mon sac, je descends mon bas de ligne en premier. Là je vais bloquer pour pas que le plomb aille rejoindre le bas de ligne tout de suite.
Voilà. Je remets un peu de pellet de façon à recouvrir la lèche. Voilà. Après, on descend le plomb par-dessus. Donc là, l'idée, c'est de le tenir légèrement pour que la tétine se centre et que le pellet se répartisse de manière homogène tout autour du plomb. Donc on procède par petits coups. Alors l'idée, c'est de pas non plus trop charger la bête. Parce qu'après, pour les lancer, il faut avoir des bras de catcheur ukrainien. Voilà. Après, on referme le sac. Après, c'est bien de rabattre les coins aussi, histoire d'avoir quelque chose d'aérodynamique. Voilà, là c'est bien compacté. Après, il y a un truc que j'aime bien faire aussi là, c'est de marquer le poids du plomb qui est à l'intérieur, parce que j'ai plusieurs grammages. Donc là, en l'occurrence, 64 grammes. Comme ça, quand je vais prendre mon sac, ben, je sais que j'ai que 64 grammes. Voilà. Donc avec ce système-là, en mettant un petit raccord en fluorocarbone, là, pré-monté, on peut stocker ces montages à l'avance dans une petite boîte étanche. On a déjà fait 4, je dois pouvoir en mettre 9 à peu près dedans. Donc déjà, ça permet de bien démarrer une partie de pêche avec 9 sacs déjà prêts. Le plomb, le bas de ligne, tout est emballé. C'est raccordé à un morceau de fluorocarbone. Et là, j'ai plus qu'à rattacher mon montage et à l'expédier. En fait, l'astuce, c'est de faire une boucle sur la tête de ligne et de se servir de la petite boucle qui est sur l'empile. Comme ça, hop, on peut raccrocher son montage super vite. Bon, ben là, je pense que je tiens mon record en esturgeon. Ça n'a pas été une mince affaire pour le sortir. Et là, je crois bien qu'on l'a. Ah, voilà le bébé. Un combat de 3/4 d'heure. Superbe Transmontanus, il est très beau. Les nageoires sont impeccables. Je venais juste de relancer la ligne alors qu'elle n'avait rien fait de la nuit. Du coup, vraiment l'importance de remettre des appâts frais. Vraiment, super poisson. Un monstre. Bon, on va laisser repartir ce géant là. Donc ouais, un poisson de plus de 35 kg. Mon nouveau record en esturgeon. Je pensais pas le faire là. Finalement, tout arrive. Il est vraiment beau avec ces petites taches noires là. C'est vraiment joli. Allez. Voilà.
On n'arrive pas à faire le tour de la queue avec la main. Et il repart nickel. Ah, c'est mieux qu'en été, hein. Quand il faut les oxygéner pendant 10 minutes. Là c'est parfait. L'hiver c'est la bonne saison pour pêcher les esturgeons parce que déjà ils ont ils mangent beaucoup. C'est là qu'ils font leur réserve, qu'ils prennent du poids d'ailleurs dans l'année. Parce qu'après l'été l'eau est trop chaude et ils perdent du poids, même là, à ce moment-là ils souffrent un peu. Là l'hiver ils sont à leur optimum. Ils livrent des super combats. Et puis ils sont bien gras et tout, ça fait plaisir. Super. Allez, au suivant. Donc là, bon, je viens de lancer mon montage. Donc la première chose, c'est, vu que j'ai un vent de travers, c'est d'essayer de tout de suite coucher la bannière dans le sens opposé du vent pour éviter d'avoir un grand ventre, un grand mou. Ensuite, ben, là ce qui est important en hiver, c'est d'avoir la meilleure détection de touche possible. Donc il faut vraiment que le fil soit bien tendu. Voilà, ça met un petit peu de temps à couler un fil, donc il ne faut pas hésiter à y consacrer quelques minutes. Voilà, après moi j'aime bien mettre la bobine en bas. Surtout si c'est un très gros poisson qui démarre, du style un gros esturgeon, pour éviter d'abîmer l'axe du moulinet. Donc là je suis en bas. Donc là au niveau du réglage du frein, je le mets assez doux pour que le poisson n'ait pas trop de mal à prendre du fil. L'idée c'est d'avoir un maximum de bip au moment de la touche. Parce que bon, vu que c'est pas très vigoureux l'hiver les poissons, autant laisser un peu de souplesse. Après là j'ai des petits clips qui me permettent de mettre mon fil vraiment contre la canne. Et en clippant mes swingers dessus, je vais pouvoir gagner quelques bips en cas de touche à revenir. Parce que là, le swinger est très haut, quoi. Voilà, c'est mieux. De là, vous voyez, là, il peut faire toute cette course en sonnant. Ce qui favorise quand même une meilleure détection. Après, il y a un autre détail que j'aime bien, c'est j'enlève la chaînette ou la cordelette et je la remplace par une tige de titane. Parce que ça fait comme un ressort, donc ça augmente la pression sur le fil. Et ça améliore aussi la retransmission des touches. Donc toujours aussi intéressant l'hiver d'avoir une bonne détection. Voilà. Après les cannes sont dans l'axe du fil pour qu'il n'y ait pas de frottement sur les anneaux, et s'il y a une tirée sur le plomb, que tout de suite ça soit retransmis au swinger et au détecteur. Emballé. Pas mal. Je vais quand même. Là c'est 15-8. Après, poisson allongé, assez large. Couleur claire. Une douche. Voilà. Bon, il est temps de remonter les cannes.
Ce 48 heures hivernal s'achève. Donc de la plus belle des manières, parce que du coup le challenge de prendre la première carpe de l'année, il est rempli. Donc ça me fait vraiment plaisir d'avoir pu toucher cette belle commune. Et puis non seulement il y a eu cette jolie carpe, mais j'ai fait aussi mon premier silure, mes premiers esturgeons, et quels esturgeons, c'était des vrais monstres, donc vraiment un vrai régal, des combats d'anthologie. Il manquait plus que des amours blancs, mais bon, on savait qu'à cette saison ça allait être quand même difficile. Mais on reviendra pour un grand format spécifique amour blanc, où vraiment on ciblera cette espèce. En attendant, au Petit Villiers, on peut dire que c'est un peu comme dans une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Bon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine session avec Nico. Couleur nacré, hein, c'est beau. Hein, il fait plein de petits piquants. Alors, brousse-poil, là, c'est du vrai papier de verre. On dirait une peau de requin, disons. Vous savez, j'adore, ça fait un losange sur la tête là. C'est vraiment un poisson étrange, hein. Un dinosaure. On a traversé les temps. Les temps TEMPS et les temps ETANG. C'est les deux là. Allez, on va partir. Yes, c'est bon ça.